Stéphane, vous, à Aide aussi, est-ce que vous avez la même définition de quoi vous parlez quand vous parlez de chemsex? Ouais, la définition, je pense pas que ce soit super important. À partir du moment où nous, il y a des gens qui viennent nous voir, qui ont une problématique de consommation de produits dans un contexte sexuel, et qui, en tout cas ceux qui poussent la porte du spot, en général, ont perdu pied ou sont en questionnement. Et peut-être que je pourrais leur en parler plus tard, mais et c'est souvent des garçons qui, parce qu'ils ont beaucoup consommé. En fait, il n'y a pas de profil type, on ne va pas généraliser les profils de chemsexeurs. Cela dit, si on veut faire un portrait un peu robot, c'est des garçons qui en général commencent à consommer une fois par mois, puis 2 week-ends, puis 3 week-ends, puis tous les week-ends. Comme l'a dit Tim tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure sur les slides, mais il y a une vraie culture des catinones, notamment de la 3-MMC en France, qui fait que c'est une drogue très peu chère et qui s'achète sur Internet et qui a un effet de consommation compulsive qui est très important, ce qu'on appelle en anglais le craving. Et donc ces garçons-là, une fois qu'ils sont à un point où ils ont assez perdu pied, ils viennent nous voir parce que comme ils coupent tout leur réseau, notamment les réseaux, les applications de rencontres, les réseaux, ben en fait, ils sont tellement rentrés dans tous les week-ends dans des pratiques chemsex qu'ils sont complètement isolés, ils ont coupé un peu le lien social. Et le but, nous, c'est de les récupérer au spot le mardi soir pour justement recréer du lien social et pouvoir parler de ces pratiques. Donc l'idée du chemsex, c'est vraiment la consommation de produits psychoactifs et dans un contexte sexuel. Tu parlais de l'évolution individuelle de cette dépendance qui peut se créer. Je vais me tourner vers Anne de quels sont les risques, que ce soit par rapport aux produits et différents produits et aux pratiques en matière de santé. Donc, juste en premier point, dire qu'il n'y a pas de pratique sans risque, ça n'existe pas. Que l'information dans ce cadre est primordiale et que donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Je ne veux pas diaboliser la pratique, c'est pas le but. Donc juste dans nos données d'addictovigilance qui va ressortir, donc nous on a bien sûr les cas les plus graves, les cas qui vont mener à une hospitalisation. On va avoir en première position dans les complications liées à la pratique les troubles d'usage de substances, donc l'arrivée dans une dépendance avec une accroche au produit et une possible descente aux enfers qui peut arriver suite à cette accroche. Ensuite, on va avoir toutes les complications neurologiques. Alors, c'est souvent lié à la prise associée de GBL ou cardiovasculaire. Et bien sûr, ensuite, la problématique psychiatrique. Donc, soit en aigu avec des hallucinations, des délires, des angoisses très fortes, soit dans le cadre plutôt de la descente, avec des angoisses ou un effet un peu dépressiogène de la suite des sessions. Et donc le point le plus important, c'est l'infectiologie, donc avec dans les cas des injections, des abcès qui peuvent arriver, VIH, VHB, VHC, et bien sûr dans cette pratique sexuelle également. Donc avec tout ce lien, donc chemsex, donc complication qui est liée bien sûr au produit et à la partie sexuelle. Donc une imbrication des complications à la fois sexuelles et liées au produit. Une addiction qui peut arriver au produit, mais aussi une addiction qui peut arriver, une addiction au sexe. Des risques d'interaction également entre drogue et médicaments, avec pour les antirétroviraux boosters un effet sur les concentrations des produits qui peuvent être augmentées, avec un effet donc supérieur. Et une des complications aussi dont il faudrait parler, c'est le risque de vulnérabilité chimique, c'est-à-dire en fait que le fait d'être sous substance nous met dans une situation où on a un problème pour donner son consentement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément rapporté par les usagers. Et quand ça arrive, en fait, c'est des personnes qui vont pas aller porter plainte et qui vont pas en parler, avec un mal-être qui va arriver par la suite. Voilà, donc tout l'intérêt de la réduction des risques par rapport à toutes ces complications. Ok, merci. Gérard, vous en tant que médecin généraliste qui est spécialiste aussi des questions de santé sexuelle, vous, quels sont les enjeux par rapport à cette question-là en matière de VIH et hépatite, et vous qui suivez des patients aussi, qu'est-ce que vous faites pour réduire ces risques? Je dirais qu'il y a deux périodes. Il y a la période avant 2010 et la période après 2010. Avant 2010, en effet, c'était surtout des patients qui étaient dans un mode clubbing, dans un mode festif. Et on appelait ça, entre nous, les médecins, on appelait ça les drogues récréatives. C'est-à-dire qu'on avait peut-être pris les choses un petit peu à la légère au départ. On n'a jamais stigmatisé les patients et on les suivait régulièrement. On pouvait avoir des G-halls, on pouvait avoir des key-halls.
des interactions médicamenteuses. On a commencé à s'en occuper dès 2007-2008, les interactions avec les antirétroviraux. Et au départ, c'est un petit peu ça qui était prépondérant. C'est est-ce que le traitement va être impacté ou pas? Est-ce que la charge virale va remonter? C'était un petit peu les soucis. Après 2010, on a vu arriver dans les cabinets des patients pour lesquels on était complètement paumés, avec des drogues qu'on ne connaissait pas et avec des effets assez terribles. On a eu, dans le cadre de nos réseaux, des formations. À l'époque, c'était Philippe Battel, qui était psychiatre à l'époque à Montevideo, qui a commencé à nous parler des produits des différentes substances et de leur mode d'utilisation. Et petit à petit, on s'est un petit peu formé là-dessus. Il y a eu, en 2013, la conférence européenne du VIH, qui avait lieu à Bruxelles, et les Israéliens étaient là. Et on se demandait pourquoi les Israéliens venaient à la conférence européenne. C'est simplement que depuis 2011-2012, Tel Aviv devenait la place to be, et le slam est arrivé en Israël, l'hépatite C, le VIH aussi, et ils ne savaient pas non plus comment gérer les problèmes d'addiction et les problèmes des effets secondaires. Et par la suite, il y a eu un développement dans les années 2012-2016 des applis et de la facilité de récupérer les produits sur Internet. Donc plus besoin de dealers, avec des pratiques très commerciales de la part des dealers. Mais sur le point sur lequel je veux insister quand même, c'est que je fais la différence quand même entre l'EXTA et la MD du clubber des années 2005-2010 et la 3-MMC, la 4-MEC ou la TINA du patient d'aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, je rappelle que c'est des substances très addictives. Quand je dis très addictives, c'est-à-dire que dans mon expérience personnelle, les patients slammeurs que je suis depuis plusieurs années, il y en a peut-être 1 ou 2 sur une quinzaine qui ont vraiment arrêté. Sinon, vous avez des périodes d'espacement de prise qui peuvent durer quelques semaines, quelques mois, et il suffit que le dealer passe le vendredi soir et c'est reparti. Le mec tombe, il y a le fameux craving dont on parle, et ce qui fait que c'est vraiment des drogues très addictives. Le point commun de ces drogues, c'est qu'elles sont stimulantes. Elles sont désinhibitrices, c'est-à-dire il y a une désinhibition totale. Et souvent pour des personnalités un petit peu fragiles ou des personnalités un petit peu timides ou autres, ou qui ont peur de leur corps ou de leur rapport à l'autre, ça permet aussi de passer un certain cap. Donc je pense qu'il faut rappeler aussi qu'au départ, il y a du plaisir, il y a la recherche du plaisir dans l'utilisation de ces drogues, dans les motivations qui poussent à prendre ces drogues. Je dirais aussi que l'environnement joue, c'est-à-dire que plus il y a de drogue dans votre milieu, et plus vous risquez d'être en contact avec. Et comment dire non alors que votre mec en prend, comment dire non alors que vos potes en prennent, c'est très compliqué. Il y a toute l'histoire personnelle de l'individu, il y a le groupe et il y a le produit. Et il y a une interaction avec ces trois choses-là. On voit des complications, bien sûr, du VIH, on voit une augmentation des IST, on n'arrête pas dans nos cabinets de voir des gonos, des cives, des clams, etc. On n'arrête pas de gueuler, mais ça continue. On a une réduction complètement du préservatif qui n'existe plus. On a eu une épidémie en 2014-2015 d'hépatite C aiguë qu'on a réussi à contrôler. On a eu une épidémie d'hépatite A. On a des épidémies, je dirais, de toxines entérodigestives, c'est-à-dire des salmonelles, des shigelles qui s'attrapent par rapport oro-anneau. Donc on est vraiment dans un contexte infectieux majeur. Et la crainte des infectiologues aujourd'hui, c'est quid un jour des résistances aux antibiotiques, quid de certaines mutations, quid d'arrivée de nouvelles bactéries, enfin voilà. En termes de prévention, quand un patient ou un chemsexeur est dans une situation de détresse, admettons, ou une situation où il s'est mis dans une situation de risque, quel geste on peut lui recommander? Qu'est-ce qui peut être fait en matière de prévention et de RDA pour réduction des risques? Et là, je me tourne vers Vincent de Aide. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est l'acquisition des gestes de premier secours d'urgence pour les situations qui nécessitent une intervention rapide, et après plus l'acquisition de stratégies de réduction des risques. Donc un des premiers enjeux quand même, ce qui tue le plus dans la communauté en ce moment, c'est quand même les overdoses de GHB, les GIOL.
voilà, il n'y a pas une intervention suffisamment rapide des secours parce que la plupart du temps, les maîtres n'osent pas appeler les flics, merci la pénalisation des drogues. Les gens ont peur d'appeler les pompiers à cause des flics et du coup, ils n'appellent pas et les garçons qui font un G-Haul décèdent. Donc c'est vraiment ce qui tue le plus. Donc il y a vraiment un premier apprentissage basique des premiers gestes, des gestes de premier secours et d'appeler les secours. C'est bête à dire, mais la première chose à faire, c'est quand on a une overdose, c'est d'appeler les secours. Tant pis si les flics viennent, vous risquez plus de ne pas avoir appelé les secours que de les avoir appelés. Donc c'est une première chose. Et après, effectivement, faire de la réduction des risques, c'est-à-dire acquérir les informations basiques sur les modes de transmission, sur les abcès, comment éviter les abcès lorsqu'on pratique l'ingestion. Mais j'ai l'impression avec ce public-là que cette information sur la réduction des risques, elle est plutôt bonne en fait. C'est un public qui connaît plutôt bien les pratiques de réduction des risques et que l'enjeu c'est plutôt de les appliquer. Donc là, on ne sait pas parce qu'on connaît les bonnes pratiques de réduction des risques qu'on les applique. Donc il y a un enjeu de les appliquer et un autre enjeu peut-être de trouver des stratégies alternatives. Voilà, si tu connais les risques mais que tu décides quand même de les prendre, c'est quelle stratégie alternative on peut trouver. Par exemple, sur l'exemple des IST et notamment de l'hépatite C, qui n'est pas forcément une IST, mais en tout cas dans cette communauté elle l'est. C'est des personnes qui connaissent bien les risques de transmission de l'hépatite C, mais qui vont quand même prendre des risques. C'est faire en sorte qu'il y ait un dépistage très régulier. Quand on a déjà chopé un VHC, c'est de pouvoir faire une charge virale régulièrement et de traiter tout de suite. Et là, on a aussi un message pour beaucoup de médecins qui attendent avant de traiter une hépatite C chez ce public, et c'est un vrai enjeu. Question à Cédric de l'ENIPS. Est-ce que vous auriez un message de prévention et de réduction des risques ? En tout cas, moi je vous parlerai plus de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les établissements, la consommation dans les établissements. Si je prends les chiffres de l'année dernière de notre rapport d'activité sur 1907 entretiens de santé sexuelle, 166 personnes déclarent prendre des produits, 7% de façon régulière et 2% de façon occasionnelle. Donc ce qui indique quand même assez clairement que les consommateurs ne sont plus vraiment dans les établissements. Alors du moins dans les établissements ayant un parcours sexuel, je précise bien, puisque la plupart de nos actions ont lieu dans des établissements ayant un backroom. Donc les recommandations, nous ce qu'on a mis en place en fait, on a impulsé un programme d'éducation thérapeutique à l'Institut Alfred Fournier. En y incorporant également des thérapies complémentaires comme la sophrologie, c'est-à-dire qu'aussi ça nous fait une forme de plateforme innovante pour essayer de trouver aussi des alternatives pour aider les gens. Ça fait 1 an maintenant qu'on a mis en place cette action et ça se passe plutôt bien. Et comme relais, on a également Stéphane du Spot, vers qui on envoie également beaucoup de personnes. Donc moi ce que je peux vous dire en tout cas c'est vraiment sur les établissements. Nous ce qu'on peut faire au niveau des établissements c'est bien sûr mettre l'information à disposition de la clientèle. Ce que je peux vous dire également c'est que lors des entretiens PrEP qu'on a, alors là je reviens sur l'Institut Alfred Fournier puisqu'on a également une permanence PrEP à l'Institut Alfred Fournier, ce que je constate en tout cas à titre personnel c'est que les personnes moins de 25 ans aujourd'hui sont des personnes qui rentrent dans le produit et ne fréquentent pas les établissements. C'est-à-dire qu'ils tombent tout de suite dans le chemsex, mais via les applications. C'est-à-dire que les établissements ne sont plus relais pour eux pour trouver des substances ou pour prendre des choses. C'est pas non, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ça. Je peux ajouter un petit truc, oui. Parce que ça fait partie. Quand on a commencé à bosser sur chemsex, l'usage de produits, en fait, on insistait beaucoup que c'était des pratiques qui concernaient les séropositifs. Oui. Et en fait, on avait développé tout un discours sur le mal-être, le machin, les bidus, la continuité entre la prise de médicaments ou le sida et la prise de produits. En fait, on se rend compte qu'on a quand même à peu près 25% des prépeurs qui déclarent pratiquer le chemsex et que c'est l'immense surprise de ces dernières années. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut changer un peu l'image qu'on associe au chemsex. Et j'ai bien aimé d'ailleurs la brochure où vous avez mis plaisir aussi avant de mettre danger. Parce que c'est un peu ce qui se joue dans les parcours de consommation, c'est une équation un peu complexe. C'est pas juste des personnes en décrochage qui ont besoin de se lâcher et qui prennent des risques. C'est des parcours d'initiation, c'est de la socialisation de groupe, c'est des envies d'explorer, de découvrir, de travail. Et je te laisse la parole juste après. Donc c'est pas que des choses complexes. Enfin, ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'il y a quand même une corrélation. Nous, ce qui ressort le plus dans nos entretiens, en fait, finalement, c'est le mal-être général de la personne. C'est que cette personne, ce qui ressort le plus, c'est l'anxiété, la phobie, l'estime de soi. Ça ressort plus de 900 fois. Donc il y a un... En fait, le truc, c'est que ça ressort parce que vous chopez les gens quand ils vont mal. Donc, beaucoup de structures d'accueil qui font des consultations, en fait, ont les personnes, les usagers, quand ils vont mal. Donc forcément, ça fait monter le nombre de gens qui vont mal avec les produits. Mais en fait, quand on fait des études ethno sans prendre ça en compte, on se rend compte que c'est pas forcément le mal-être qui apparaît en tête, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément le même niveau de problème. Mais en fait, il faut toujours dans la même logique, c'est vrai qu'il faut un peu défaire tous les trucs qu'on a sur l'usage de produits et sur la sexualité, parce qu'effectivement il y a des corrélations, mais moi si je peux vous donner un truc un petit peu provocateur et qui nous a beaucoup choqué dans Apache, c'est que là on a quand même un certain nombre de gens qui déclarent avoir appris ce que c'est que PrEP ou ce que c'est que TASP à l'occasion de Partout Chemsex. C'est-à-dire qu'on est dans un système où finalement, à travers les relations sexuelles, on a une sociabilité informative aussi. C'est-à-dire qu'une grosse partie des informations qu'on a sur nos vies, elles passent par la sexualité, même dans le cas du chemsex. Et là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue en fait quand on commence à réfléchir là-dessus. Juan Dustras, vous disiez que ça arrivait, c'était aussi une demande dans le cadre du travail pour les travailleurs sexuels. Et justement, quels sont les risques et ce que vous faites ou ce que vous pouvez faire vous en tant que travailleur du sexe pour les réduire? Bon. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres pour déterminer, rétablir quel nombre de personnes TDS, travailleurs de sexe, sont utilisateurs des produits psychoactifs sans chemsex. Mais nous, en tant que population travailleurs de sexe, on connaît bien l'utilisation des produits psychoactifs autour des rapports sexuels. Donc on a créé des stratégies de prévention, d'autoprotection avec les clients. Même si on n'a pas de chiffres pour déterminer le nombre d'utilisateurs de chemsex, les personnes TDS, on a aussi une étude qui démontre l'augmentation des clients qui nous demandent des drogues, l'utilisation de drogues. Moi, c'est mon cas. Moi, je viens de Colombie, donc vous pouvez imaginer. Moi, j'ai des clients qui me demandent toujours si j'ai un gramme de coke ou quelque chose comme ça, même si je voulais le faire, parce que c'est pas mal business. Mais pour le moment, je ne suis pas fournisseur. Et c'est une problématique qui s'est augmentée entre nous, les travailleurs du sexe, surtout les TDS masculins, et surtout vers nous, les travailleurs du sexe d'origine latino. Donc, on a toujours des clients qui nous demandent, bon, est-ce que vous avez des coques, est-ce que vous avez un gramme de quelque chose? Donc, on a l'impression de diversifier la profession. On est entre travailleurs du sexe et on est entre dealers aussi. Et ça augmente. Donc, on a créé aussi des stratégies entre les clients. Même s'il y a des clients qui vont me payer, moi je les fais, moi je fais les fournisseurs aussi. Mais ça nous donne un risque, ça nous montre un risque. Parce que si j'ai un problème avec les clients, s'il est en situation de violence, je ne peux pas porter plainte parce qu'il y a des drogues dans les scénarios. Donc, et c'est moi qui ai fourni ça. Donc, ça nous pose des risques. Et même aussi, il y a des risques pour notre collègue qui sont primo-arrivants, excusez-moi pour mon français, qui sont primo-arrivants, qui viennent d'arriver à l'Europe et qui ne connaissent pas tout l'ensemble des substances. Donc, il y a des substances qui n'utilisent pas l'Amérique latine. Les GHB, c'est très connu, mais c'est pas utilisé dans un pays comme la Colombie, même le Brésil. Donc on a un cas, ça fait déjà plus de 15 jours avec un collègue brésilien qui a fait un giol, il a mélangé le GHB avec l'alcool, il était avec un client. Et c'est nous, entre nous, les travailleurs du sexe, qui ont fait tout le travail de le ramener au service d'urgence, de nous mettre en danger aussi, parce que ça nous montre une augmentation des risques.
Merci. Alors, on va passer à la présentation de 2 vidéos. Je voulais juste réagir par rapport aux établissements tout à l'heure, parce qu'on a parlé, il se trouve que bon, le dépôt et le Sun City, on est très, je pense que même au-delà de ce qui a été dit, je pense qu'aujourd'hui les établissements c'est un peu des îlots dans la prévention, parce qu'on est des partenaires de l'ensemble des associations. On travaille avec les NIPS, on travaille avec AIDS, on travaille avec Fait Éclair qui est dans la salle aussi. Je pense qu'il y a Rémi Calmont également qui est le représentant du SNEG, qui est le syndicat national des entreprises gays, qui prendra peut-être la parole lors de la première prise de parole tout à l'heure. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on constate, on est plus victime d'ailleurs de ce type des consommations de produits. C'est-à-dire que c'est fini le temps où les établissements couvraient des dealers, etc. Et tout, c'est qu'aujourd'hui les gens n'achètent pas des drogues, pour la plupart dans des clubs, c'est qu'ils viennent avec et qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui ni de les fouiller à l'entrée parce que c'est interdit, ni vraiment de les prendre sur le fait parce qu'effectivement les gens se cachent. Donc on fait de la prévention certes, et on est victime par contre effectivement d'un certain nombre de choses. Quand quelqu'un fait un G-Haul dans nos établissements, on risque une fermeture administrative, et le fait de porter assistance aux personnes peut mettre en danger la vie des établissements. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas du GHB dans les clubs, ils viennent avec, et que ça peut même nuire à l'exploitation et aux établissements qui aujourd'hui sont mis en danger parce qu'on est toujours considérés comme des fauteurs de troubles, alors qu'en réalité on est plus des îlots dans la prévention, et des partenaires de la prévention et des associations de prévention et de réduction des risques. Tu voulais qu'on passe des vidéos justement, une vidéo de prévention je crois, ou 2, alors, il me semble. Il y a une... Ouais, on va passer une vidéo de prévention sur laquelle on a travaillé avec le CUPA à côté. Là, c'est l'équipe de la toilette en fait, qui est une association, enfin qui est des organisateurs de soirées queer. Il faut savoir que à mon sens, le milieu queer a contribué à créer une porosité, on va dire, au niveau de la diffusion des drogues. C'est-à-dire qu'au départ, le GHB, comme tu disais, dans les années 2000, il y a eu une crise du GHB dans le milieu gay, avec l'arrivée des queers, qui était un petit peu le mélange entre les milieux lesbiens, hétéros, bi, etc. Et tout. Il y a des hétéros qui ont découvert le GHB. C'est un peu du shaming, là. Hein, c'est pas du shaming. Je pense que le milieu queer a contribué à créer une porosité. Et l'enfer à Montparnasse, c'était pas le milieu queer, et c'était quand même 50 ambulances chaque nuit. Quoi. Ah oui, non, mais au départ, il y a eu effectivement une première crise dans les années 2000 sur le milieu gay, et je pense que la crise qu'on a eue avec un mort là, il y a quelques... Prends le micro parce que le milieu queer à l'époque, que j'ai assez bien connu aussi, était un milieu souvent lié au squat. Et dans les squats, que ce soit queer ou pas, ils ont une discipline par rapport à tout ce qui peut les mettre en danger extrêmement rigoureuse. Ouais. Or, dans les milieux queer et squat, la drogue, c'était pas là parce que c'était un fouteur de merde. Donc non, dans la crise du GHB, je suis désolé, dans les années 2000, c'est dans les établissements. Alors, dans les années 2000, je suis totalement d'accord. Si je peux continuer de faire ma petite provoque, en fait, on pourrait aussi imaginer l'inverse, c'est-à-dire que effectivement, les établissements pourraient être des agents de RDR extrêmement puissants. D'ailleurs, ça apparaît dans l'isolement des gens chez eux. Et en fait, si on voulait pousser une sorte d'utopisation de l'usage de drogue, on pourrait transformer certains clubs en salles de shoot, par exemple. On peut aussi aller dans un sens autre, c'est qu'il faut restaurer de la convivialité, et c'est évidemment les lieux qui peuvent avoir ça, mais pas forcément dans le rejet des usagers. On en est très 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 loin parce qu'on a une loi qui l'empêche. On va vous passer le petit film. Manu, je ne sais pas si tu peux éteindre la lumière, juste le temps de diffuser, nous mettre le son et revenir. Merci. On n'a pas le son. Ce sera sans le son. Alors pour information, ce spot va être diffusé sur le podium de l'arrivée de la Gay Pride. L'idée était de travailler sur des messages de prévention avec donc la PHP Fernand Vidal pour essayer de faire prendre conscience, on va dire, sur les risques potentiels de l'utilisation justement dans le domaine des clubs. Ouais, bon, avec le son c'est mieux effectivement, mais bon je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. L'idée c'était montrer effectivement la possibilité d'un accident et diffuser 2-3 messages de prévention qui nous ont semblé importants. Voilà.
Et la deuxième petite vidéo, mais sur laquelle on va avoir besoin du son. Donc si on n'est pas prêt, on va peut-être la passer un peu plus tard. Je vais du coup te repasser la parole, parce que c'est là une interview de Alex Garner, qui est la personne en charge de la prévention chez Hornet, qui va nous parler de la prévention dans les applications gays. Mais pour le coup, il nous faut le son, parce que sans le son, c'est déjà en anglais et sous-titré, donc il va nous falloir petite maintenance technique, donc on enchaîne sur la suite. Peut-être qu'on la repassera à l'issue de la deuxième partie. Donc là, l'idée c'était que vous preniez un peu la parole et que vous posiez des questions aux différents invités. Alors je ne sais pas s'il y a on peut commencer à chaque fois par 2-3 questions, les prendre et voilà. Donc n'hésitez pas et levez la main et ça on... Si vous avez des questions, levez la main. Donc, je suis... Présentez-vous aussi. Oui, c'est ce que je vais aller faire. Je fais partie de l'association Les Actopiennes, qui n'est pas Actop, je précise. C'est une association qui vient d'Actop, mais qui n'est pas Actop. Et donc, le chemsex, moi, c'est quelque chose dont j'entends parler déjà depuis 5 ans. Moi, je me rappelle une réunion avec le professeur Battel, il est professeur, je crois, où déjà ce sujet était important et je m'y suis intéressé parce que j'ai attrapé une hépatite C alors que je ne prends pas de drogue, que j'ai pas de pratique SM et que je pensais justement être complètement préservé de l'hépatite C. Et c'est comme ça que j'ai appris que, eh bien non, chez les personnes séropositives, puisque je suis séropositif, le risque de transmission du virus de l'hépatite C était plus élevé et que c'était un risque sexuel. Alors moi j'avais toujours entendu dire que l'hépatite C n'était pas une maladie sexuellement transmissible. Donc du coup je suis devenu patient expert sur les hépatites et ma question c'est quelle est l'information qui est diffusée sur les modes de transmission de l'hépatite qui est beaucoup plus facile que le VIH. Et j'ai l'impression, par exemple, que beaucoup de gens ne savent pas encore que partager une paille quand on sniffe de la coke, c'est prendre un risque. Là, nous, on a eu des chiffres sur des étudiants de la Sorbonne qui sont édifiants quand on voit le nombre de personnes qui soit ont une hépatite C ou B, ou qui ont été en contact, parce qu'il faut distinguer ceux qui ont été en contact et ont guéri spontanément. Mais c'est quand même des chiffres qui sont plus élevés que la moyenne nationale. Donc je m'interroge sur ce sujet parce que j'ai l'impression que ça n'a pas tellement bougé et qu'il y a quand même vraiment un... Et là, je trouve que les pouvoirs publics, et juste, je voudrais conclure sur ce point, je trouve que nous, associations, personnes qui sommes sur le terrain et qui sommes au courant, il faut vraiment qu'on se fédère pour demander la dépénalisation de la consommation des stupéfiants, parce que c'est une impasse, ça empêche d'être efficace, et c'est en plus une impasse pour protéger les gens justement des risques. Donc vraiment, là, je voudrais savoir ce qui serait possible de faire pour faire un peu de lobbying et qu'on arrête avec cette politique de répression dont les chiffres de la consommation montrent qu'on est les champions du monde d'Europe. L'idée, c'était qu'on revienne aussi sur ça dans la troisième partie à la fin. Ah, ben, je suis désolé. Mais sur la question de la transmission liée, l'information sur la transmission de l'hépatite, etc., est-ce que quelqu'un veut répondre à... Alors, sur la transmission, je pense que je vais laisser parler le monsieur qui est infectiologue. Moi, je voulais juste parler sur cette histoire que les gens ne sont pas au courant ni de comment ça se transmet, ni même de l'existence en fait, de l'hépatite C. Moi, j'avais fait une petite étude sur le CDAG, donc maintenant il s'appelle CJ de l'hôpital Fernand Vidal. Donc, ils ont un questionnaire que tous les patients vont répondre au départ, là, vont remplir au départ. Et en fait, clairement, les gens, les hépatites C, ils répondaient même pas, ils cochaient même pas. Il y avait une question sur est-ce que vous connaissez votre statut VIH, est-ce que vous allez... Là, oui, les gens, ils étaient un peu au taquet là-dessus. Le VHC, en fait, ils savent même pas ce que c'est. Voilà. Et par rapport à la transmission sur le SNIF, effectivement, il y a de la réduction des risques avec tout ce qui est roule ta paille, où il y a des petits blocs qui permettent voilà, qui existent, qui sont quand même très diffusés. Enfin, vous parliez des étudiants, c'est ça? J'ai bien compris? Des étudiants? Ouais.
Bon, bah, c'est quand même très diffusé, toutes ces études de réduction des risques depuis super longtemps, donc bon, voilà, mais effectivement, ils sont pas au courant, ils savent pas pourquoi ils doivent les utiliser, en fait, je pense. Mais donc, juste pour cette partie, après. Oui, en ce qui concerne les modes de contamination, donc vous avez raison, bien sûr, la paille de cocaïne, qui se situe comme étant un vecteur, puisque la cocaïne abîme la cloison nasale, il y a du virus, avec la paille, je passe sur une autre narine. Mais il y a la même chose sur le plan sexuel. C'est-à-dire que vous avez une partouze, vous avez un mec qui en saute 3, qu'il ait ou non une capote, si, par exemple qu'il ne change pas de capote, ou etc. Si le numéro 1 est contaminé, si le numéro 1 a 2 millions de copies de virus de VHC dans le corps, il lui reste quand même 2000-2500 copies dans le rectum, dans le liquide rectal. C'est suffisant pour entraîner une contamination ou, veut dire, un transfert. C'est-à-dire que soit vous contaminez le mec parce que vous êtes actif, non protégé, et vous vous faites contaminer éventuellement, ça passe de muqueuse à muqueuse, soit la bite ou le sextoy sert finalement de vecteur. Et donc le numéro 1, enfin le gars a contaminé numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc c'est vrai que c'est des informations qui sont mal diffusées. C'est vrai que c'est un champ de connaissances qui, déjà même au niveau des médecins, là vous avez un groupe de médecins qui connaissent un peu le sujet, mais la majorité, la grosse majorité des médecins traitants, des médecins généralistes ne savent pas. Oui, et effectivement, il y a un enjeu de diffusion de l'info par les médecins, mais aussi, il faut savoir que c'est que très récent, les études, les publications qu'on a qui démontrent qu'il y a un risque de transmission par voie sexuelle. Et il a fallu attendre longtemps avant d'avoir des données, avant de montrer que le sang est effectivement le liquide principal incriminé, mais qu'on peut retrouver du virus quand on est en phase aiguë de l'infection. On peut retrouver dans les autres liquides, et notamment les sécrétions sexuelles. Donc voilà, on arrive à peine à comprendre comment il est diffusé chez les liés. Et j'ai parmi beaucoup de médecins qui disaient on n'a pas de preuves, on n'a pas. Voilà, il a fallu effectivement certains médecins des grandes capitales européennes qui voyaient leurs patients se choper des hépatites alors qu'ils ne consommaient pas de produits, mais parce qu'ils avaient des pratiques sexuelles en groupe, notamment. Et voilà, il a fallu avoir un petit peu des données scientifiques pour que maintenant, et encore c'est pas, encore plein de médecins disent non, l'hépatite C, c'est juste le partage de seringues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Si on chope l'hépatite C, A, B, C, c'est soignable. Du tout. Alors, on ne guérit pas de l'hépatite B. On peut avoir un traitement pour contrôler, mais on ne guérit pas de l'hépatite B. L'hépatite C, aujourd'hui, on a des super traitements qui permettent de guérir en moins de 3 mois avec un taux d'efficacité à 100% et quasiment plus d'effets secondaires par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est pour ça que si on a un doute ou dans un check-up, faut inclure l'hépatite C parce que ça se traite très bien aujourd'hui. Et il y a juste un enjeu de réinfection, notamment chez les chemseilsers, qui est assez important. Et c'est pour ça que quand on est dépisté d'un VHC, vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent en guérir spontanément. Malheureusement, des fois ça prend un petit peu de temps. Et il y a un enjeu de traiter tout de suite chez les chemseilsers, parce qu'effectivement, si on attend 3 mois pour traiter, c'est autant un délai durant lequel on peut transmettre. Et l'hépatite A, on peut en guérir. Et il y a un vaccin contre l'hépatite A et l'hépatite B. Faites-vous vacciner. Et pas la C. Voilà. La C, on ne peut que traiter. Là aussi, on peut la rattraper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que personne n'est cardiaque. Bonsoir, Franck Moulier, je suis coordinateur du dispositif Fait Éclair, un dispositif de prévention de la réduction des risques dans le milieu festif. On voit beaucoup de GBL, on a été dès l'année dernière alerté là-dessus. On a mis en place aussi des outils de dosage, c'est-à-dire des seringues non équipées pour le dosage. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, où j'ai entendu que dans des soirées, il y avait la peur d'appeler les secours quand des personnes faisaient des malaises. Je suis assez partagé là-dessus. Il y a
peut-être cette peur-là, mais il y a aussi tout un mouvement actuellement dans les organisateurs de soirées qui banalisent complètement le fait d'avoir de faire un petit coma pendant 1-2 minutes. Il y a une totale banalisation de ça où ils se disent bon, voilà, il a perdu conscience pendant 2-3 minutes, c'est rien, il a repris conscience, hop, tout va bien se passer. Et sur ce point-là, c'est aussi d'alerter les organisateurs quand quelqu'un perd conscience, c'est absolument d'appeler les secours. On ne peut pas banaliser ce genre de choses. Nous, on travaille, on forme les établissements avec un médecin de Fernand Vidal, qui est le docteur Azuard, justement, et c'est dans les messages qui passent, c'est qu'on ne peut pas banaliser le fait d'une perte de conscience liée au GBL. Et ça, cette notion-là est aussi très importante et à faire passer aux organisateurs qui ont complètement banalisé, qui se font, pour certains, ça devient le week-end des médecins ou des secouristes. Ils font, certains, une petite pièce où ils accueillent 3, 4, 5 personnes qui sont en géole, en se disant, tiens, on va s'occuper d'eux et on pourra les laisser repartir sans appeler les secours. Justement pour éviter aussi les complications, et effectivement, avec les forces de l'ordre. Mais c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre et peut-être travailler aussi avec les organisateurs sur cette question-là. Pour répondre un peu à ta question, enfin, à ce que tu disais, et pour aller dans le sens que disait Vincent, il y a 3 mois de ça, à peu près 2-3 mois, on a organisé avec Vincent, on s'est rapproché de la Riboisière, du chef de service de réanimation de la Riboisière, et on a fait dans le cadre du chill out, donc du mardi soir, une soirée sur les gestes de premier secours à avoir en cas de problème. Donc c'était une soirée qui se passait plutôt bien, et puis vers, je sais pas, demi-heure avant la fin, il y a le débat qui est venu de dire qu'est-ce que je fais si quelqu'un fait un gyro chez moi, quelqu'un fait une surdose, si d'un coup il a un moment de parano, qu'est-ce que je fais? Et les gars nous disaient, mais moi j'ai peur d'appeler les pompiers, c'est-à-dire que je sais pas ce qui va se passer, si après il y a les flics, si après... Donc du coup il y a un vrai questionnement par rapport à ça, et il faut vraiment en parler, il faut briser le tabou, et passer le message que le risque le plus grand c'est de ne pas appeler les pompiers, et qu'il faut appeler, parce que si une personne fait un gyro, si une personne est en surdose, il peut y avoir un vrai risque de décès. Je voulais juste en revenir là-dessus parce qu'effectivement j'ai une autre casquette qui est celle d'administrateur du SNEC. Je ne sais pas si Rémi Calmont est là dans la salle. Au fond. Rémi, je pense que tu peux peut-être venir pour nous parler un petit peu des problématiques, parce que je pense que c'est vraiment important. Après, je suis totalement d'accord avec toi, Franck, c'est que l'appeler safe a entre autres travaillé, parce qu'il n'y a pas que dans les établissements, je pense que dans les chill out, et quand les gens font des soirées chez eux, des soirées privées, des soirées sexe, ils sont encore plus exposés au risque de non-assistance en personne en danger, parce qu'on entend régulièrement dire « Ah mais c'est pas grave, il dort, il a fait un sleeping beauty ». Alors, Sleeping Beauty, il va se réveiller, sauf que effectivement, on a lancé une campagne spécialement à destination de cette clientèle-là, parce que il faut pas oublier ce qui dit un GIOL n'est pas banal. GIOL égale risque vital, parce que aujourd'hui, GIOL égale overdose égale risque vital. Parce qu'effectivement, déjà, il y a un gros problème, c'est que l'utilisation de certains mots qui ont l'air un peu gentils, alors un bonbon pour un ecstasy, un slam, c'est aussi le nom d'un jeu vidéo sur France 2. Le GIOL, ça fait pas peur, alors qu'il y a des mots comme overdose qui quelque part sont chargés dans une connotation, et il faut rappeler qu'un GIOL c'est une overdose et que la personne ne peut ne pas se réveiller ou peut faire effectivement une dépression respiratoire et mourir. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience, parce que comme ils sont exposés à la répétition des faits, et qu'il y a effectivement des fois où ça se passe bien et que la personne se réveille, et il y a des fois où ça se passe pas bien et qui n'ont pas conscience des dangers auxquels ils s'exposent, ou du fait de ne pas apporter assistance à la personne. Après, il y a tout un débat, je pense que Rémi, ça serait bien que tu prennes la parole, qui a été engagé avec la MILDECA sur les problèmes de réduction des risques et sur la responsabilité des établissements, qui aujourd'hui, la notion de moyens, c'est-à-dire que les établissements doivent se donner les moyens de porter assistance aux personnes, et qu'on n'a pas d'obligation de résultat, parce qu'on ne peut pas être confronté à l'obligation de résultat dans la mesure où on n'a pas les moyens de pouvoir de faire des fouilles à l'entrée, et qu'on n'a pas des moyens de police. Rémi, je te laisse la parole. Oui, c'est sûr, Franck, tu as raison, que ce soit un organisateur de soirée ou un patron de club qui a pignon sur rue, ne pas appeler les secours quand il se passe un GIOL dans son établissement, effectivement, le risque est encore plus important que s'il ne l'appelle pas en fonction du scénario qui va s'en suivre. Le problème que les établissements rencontrent, en fait, c'est la perception par l'administration, par les services de police, de ce que suppose le fait qu'ils aient appelé et que le malaise, l'incident, le GIOL, se soit passé dans l'établissement. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, le lien entre la fréquentation de l'établissement et l'incident qui s'est passé dans l'établissement sera, en termes de police administrative, forcément retenu comme étant de la responsabilité de l'exploitant. Sauf que l'exploitant, il a le cul entre deux chaises. On lui demande de faire la police, mais il n'a aucun pouvoir de police. Donc,
On parlait tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait il faut vraiment qu'on fasse en sorte que se développer toutes les politiques de réduction des risques. C'est pour ça qu'au moment des cas répétés de G-Hall suite à des utilisations mal foutues de GBL, c'était fin 2017, début 2018, on s'est rapproché très fort de la MILDECA. La MILDECA s'était engagée à nous accompagner sur la politique de la réduction des risques. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas clair dans les lignes réglementaires. Si vous avez un établissement qui fait de la réduction des risques en mettant des outils à disposition de sa clientèle, c'est pas parce qu'il aura fait cette politique volontaire, hein, non pas pour se dédouaner, mais en responsabilité, c'est pas pour autant qu'il sera forcément épargné d'une sanction. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le statut véritablement reconnu, comme quoi la politique des réductions des risques est intégrée dans la gestion d'un établissement. Donc ça pose véritablement un problème. Maintenant, c'est clair que la fermeture administrative, c'est la bête noire de tous les patrons de clubs. Moi, j'en gère depuis 17 ans, donc je sais à peu près de quoi il s'agit. Mais bien sûr, l'enjeu fondamental, quand on est en responsabilité, il est de prévenir les secours. Et ensuite, face à la sanction qui peut se proposer, on essaye de prouver tout ce qu'on a mis comme dispositif en place pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais en même temps, on ne peut pas être derrière tous les clients. Donc il y a un véritable... c'est un peu schizophrénique, quoi. Pour la vidéo, c'est bon ? Toujours pas. Sinon, on passera... Au revoir. Juste revenir un peu sur un fantasme qu'on a sur les organisateurs de soirées. C'est souvent dans le cas du chemsex, c'est quelque chose de très spontané. Hein, les soirées, si elles se décident peu à l'avance. Et n'importe qui peut devenir organisateur de soirée du soir au lendemain. Donc c'est voilà, il y a un peu un mythe autour quand même même des partouzes en soi. Et voilà, c'est quand même quelque chose de très spontané, souvent très désorganisé. Voilà. En fait, c'est vrai que la question de la loi, et il nous emmerde tous, parce que finalement, on ne peut rien faire tant que la loi bloque tout. Personne ne peut jouer son rôle pleinement, en fait. Mais cependant, quand on analyse la loi et comment elle fonctionne, il y a quand même des traits qu'on peut utiliser, au moins dans la façon de penser de ce qu'on peut faire. En fait, par exemple, les flics, en fait, ils s'agitent quand il y a une plainte, quand il y a un accident, et ce qu'ils veulent, les flics, c'est remonter la source de l'approvisionnement. Ils veulent trouver la responsabilité de l'accident. C'est ça qu'ils cherchent. Donc, ils vont aller chercher les gens qui peuvent avoir et sur qui ils peuvent faire pression pour ça. Donc, en fait, le truc, c'est que nous, maintenant, ou vous, tout le monde, on a affaire à des produits, comme on l'a expliqué avant, qui ne passent pas par les systèmes de deal. Comment vous voulez que les flics remontent un réseau de GHB ? Ça s'achète, 1 litre s'achète sur Internet, on le reçoit à la maison. Donc, c'est vrai que les flics font de grosses pressions là-dessus. Moi, j'ai des cas autour de moi qui ont été très 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 dangereux, en fait. Et là, il y a en revanche une information à faire, c'est qu'en cas de problème dans les plans chemsex, effectivement, il faut appeler les pompiers. Et ça, il faut que tout le monde dise tout le temps, c'est pas les flics qu'il faut appeler, c'est les pompiers. Parce que les pompiers, on ne risque rien avec les pompiers. Mais s'il y a un problème, il faut bien expliquer ce qui se passe. En général, et en ce moment, notamment depuis quelques temps, tous les mecs qui font une overdose, leurs partenaires, ou les gens chez qui ça se passe, sont inculpés d'homicide involontaire. Ou au moins... Donc en fait, il faut réfléchir là-dessus, parce que c'est celui qui fournit qui est considéré comme responsable. En fait, il y a une logique chez les flics ou dans la loi qui dit que c'est celui qui fournit qui est responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est à deux et qu'on prend des produits, celui qui meurt est la victime et celui qui reste vivant est le coupable dans leur tête. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens si on veut, arriver à les éduquer là-dessus. Ouais, juste compléter. Juste pour dire que ça dépend des populations, parce que si tu es immigrant, tu ne connais pas la loi, tu ne parles pas français, tu ne sais pas qui appelle. Si tu appelles les pompiers, on a un risque quand même. Non, les pompiers, non. Oui, mais on ne le sait pas. Hein. Pas toutes les populations connaissent bien. Et qu'à chaque fois que tu as une intervention des pompiers, tu as un rapport qui est fait à la préfecture de police et donc c'est pas comme le SAMU qui à l'époque est effectué sous le couvert, si tu veux, du secret médical. Les pompiers sont des militaires qui font un rapport à la préfecture de police. Donc les professionnels de la nuit le savent bien. Quand tu fais intervenir les pompiers, quelle que soit la raison, tu as
très souvent, et c'est logique, c'est le principe de précaution, parce qu'aujourd'hui les pompiers ne sont pas du personnel médical, ce sont des militaires. Donc ce que tu dis n'est pas totalement exact. À Paris, en tous les cas, à Paris, Marseille et Paris, et pour nous, les personnes travailleuses de sexe, ça représente un risque aussi, parce qu'on est victime de discrimination institutionnelle. Donc le fait que tu dises, moi je fais la pute, et il y a des drogues ici, il y a une personne avec un giole, c'est suffisant, tu as renvoyé à ton pays, quoi. Ça dépend, bon, peu importe. Au Québec, ils ont mis en place quelque chose de très intéressant qu'ils appellent la loi du bon samaritain. Suite à la crise des overdoses liées aux opioïdes, aux opiacés de synthèse. Donc il y a eu beaucoup de décès ces 4-5 dernières années liés aux opiacés de synthèse. Et du coup, ce qu'ils ont, ils ont fait passer une... I am the Senior Health Innovation Strategist. Hi, Alex. Essentially that means that Donc ils ont fait passer une loi qui protège une personne qui appelle en fait une personne qui appelle en cas d'overdose est protégée. Après dans quelle mesure effectivement il n'y a pas d'autres risques derrière, mais voilà, elle est censée être protégée. Et c'est ce genre de dispositif qu'il faudrait essayer de faire voter en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I am the Senior Health Innovation Strategist at Hornet. Moi, j'ai aucune drogue dure, etc. Moi, je veux dire, il y a 3 semaines, j'ai pris ma 3e cigarette de hache. Au bout de la 3e... I am the Senior Health Innovation Strategist at Hornet. Oui, donc, bon, moi, je connais pas toutes les drogues dures, je me suis jamais drogué, etc. Par contre, il y a 15 jours, j'ai rencontré un mec, un Marocain, moi je suis né au Maroc, etc. Il y a des rapprochements. Et, et donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une cigarette, une 2e cigarette, 3e cigarette, j'ai dit stop. J'étais avec un mec. Et je lui ai demandé d'arrêter. Il est parti. J'ai tout nettoyé. Il est parti. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a rien du tout. Et voilà. Mais par contre, moi c'est la première fois que ça se fait, mais ça doit être habituel. C'est que dans la demi-heure, dans l'heure qui s'est suivie, je me suis dit mais pourtant je vais mourir. J'avais l'impression que, si vous voulez, tout se réduisait autour de moi. Et que ce que je faisais, c'était automatique. C'était même pas moi qui décidais. Et alors, la question, est-ce que c'est des... Alors, moi, ma question, est-ce que c'est des sensations habituelles? Voilà. On a tendance à classer le cannabis comme n'étant pas une drogue dure. Pourtant, effectivement, les effets, les hallucinations, les paranoïas liées à la consommation de cannabis sont très importants. Et ce que vous décrivez là ressemble à ça. Et on a quelques exemples de situations très problématiques liées à ces paranoïas dans la consommation de cannabis. Peut-être que vous voulez compléter sur... Oui, donc on peut dire que tes symptômes, c'était un peu une déréalisation liée à une angoisse assez forte qui peut tout à fait être liée au cannabis. Et bon, après tu parlais de vol, j'ai pas forcément raccroché les... Non ? Ok. Ouais. D'accord. Non mais je voulais juste dire que par rapport au risque du cannabis, qu'effectivement c'est pas forcément très connu et c'est aussi lié à l'alcool, mais ce problème de vulnérabilité chimique dont j'ai parlé tout à l'heure, donc là bon, dans le slam, dans le chemsex, c'est une évidence, hein, on est sous stimulant dans un contexte sexuel, donc forcément il peut y avoir débordement, mais en dehors de ça, sous alcool et cannabis, c'est vraiment un cocktail qui peut mener à des troubles de la conscience avec les risques qui peuvent en suivre, avec soit des vols, soit des agressions, coups et blessures, ou agressions sexuelles bien sûr, et ça dans la communauté homosexuelle ou hétérosexuelle. Donc voilà, le risque alcool, cannabis, cannabis seul, alcool, cannabis. Voilà. C'est normal. C'est normal. C'est habituel.
Donc cette fois-ci, on va enfin passer la vidéo. Si tu peux le passer sur les deux écrans Manu pour avoir le sous-titrage. Bah, du coup, Alex ne peut plus parler. I am the Senior Health Innovation Strategist at Hornet. Essentially, that means that I manage our health-related content, programming, and research. And at Hornet, we've been very committed to working to improve the health and wellness of gay, bisexual, MSM, and queer people around the world. And so I'm happy to be able to talk with you all about an issue that's very important to our community. Okay, I mean, I think that from a health and harm reduction perspective, there are lots of variations in terms of people using drugs during sex. Obviously, there's a spectrum, right? So there's like poppers and marijuana at one end, and then there's like injecting meth on the other end. And so I think it's always incredibly useful for us to be able to clearly articulate what it is we're talking about. Are we talking about injecting meth? Are we talking about taking GHB? Are we talking about going to a circuit party and taking ecstasy and then going home with someone and having sex? And so there's a whole variety of behaviors that gay men can participate in around sex and drugs. And I think it's worth pointing out that not all drug use is bad, and not all people that use drugs are bad or at high risk. I think for us, it's very important to be able to provide gay men around the globe with as much information as possible so they can make informed decisions about their health. And that becomes really important in terms of harm reduction around drug use and harm reduction around HIV and anything that might put you at risk in terms of your physical and mental health. I think primarily the issue of chemsex really comes down to issues of mental health and wellness among gay men, which we know are quite severe, and we know many of those issues are born from the environment and structural barriers that we encounter in our daily lives. And much of it is attached to negative feelings around sex, stigma around HIV, as well as ongoing discrimination and harassment. So on our end, I think it's been important for us to be able to focus on mental health and wellness in the broad sense. We're currently working with UNAIDS on a global survey around happiness and quality of life for LGBT people around the globe. We've hosted a number of events specifically looking at and delving into the complex issues associated with chemsex. We hosted one such event in Paris last year, the year before last. We've also conducted research that around gay men and chemsex in different countries around the globe, France being one of them. We published a report in the app about the experience of chemsex among gay men in France. And I think it's also been important for us to be able to integrate the issues around chemsex into the things that we do, so that it's not just a standalone topic. So when we've had a number of surveys that we've conducted around the globe, and we've made a point to integrate the issue of chemsex into those surveys as a sort of larger fabric, if you will, of gay men's mental and physical health. Well, I think we have to be mindful about not sort of creating this narrative that technology
is bad because it brings people together to do things that we may not agree with. People have been saying that about the internet for decades. People now say it about applications. People said it about bathhouses and gay bars and sex spaces. So I think it's really important to be able to take a step back and look at what is driving someone to go on an app or a bar or in person, and look for in an interaction with someone that might involve drug use. Obviously, there's all sorts of complex issues around legality in terms of applications. And of course, as an app, we don't condone or support any illegal activity. So that's a primary concern that I think most of us have to contend with. And we also have monitoring in place in terms of monitoring language that is seen as either harassing or hateful or related to illegal activities such as drug use. So that language and those specific terms are also monitored and removed within the app. Okay. I think it's one of those things that we have to be incredibly mindful of in terms of people's privacy, particularly when it comes to behavior that might put individuals at particular risk or increase their vulnerability. And so I think it could go in a very troubling direction, in the same way that if I'm HIV positive, I am HIV positive. So if I'm searching for HIV medications or where to meet HIV positive people online, and then all of a sudden I start getting these things about HIV, that might be a little troubling, right? It might raise a red flag that somehow the content that I'm searching for on the internet is now indicating that I'm HIV positive, and therefore I'm receiving those sort of messages. So I think we have to be incredibly mindful of an individual's privacy as well as their relationship to their experience online, so that we're not increasing the vulnerability that they may already be facing around this issue. I mean, I think that it's important to clarify that this isn't a matter of competition, right? We're all invested in the primary objective of ensuring that our audience of gay, bisexual, MSM are healthy, that they have access to information, that they have access to resources, and that we can support them in helping them do what they need to do to reduce harm and improve their quality of life. So I don't see it as sort of a competitive activity. I think that we can all work together to ensure that what we're doing well can be shared with others, what they're doing well can be shared with us, because we're all committed to the same issue. So I think for us, a key part of that is to be able to understand the complexities associated with drug use, sex, and potential risks and harm associated with that. So I think that a much more nuanced and complex understanding of this issue is incredibly important, so that we're not sort of caught up in buzzwords and sensationalistic media stories around the lives of gay men. So I think that becomes really important in terms of how we approach it, and fundamentally we're a gay app, and so not only are we providing this online community, but we're part of the online community. So these sort of issues touch our lives on a regular basis, and it's something that is intrinsic to our experience and informs the work that we do. Alors, je voudrais juste faire un commentaire pour te dire, on a quand même contacté tous les acteurs de l'internet, à la fois Scruff, Grindr, et je pense que c'est important de le dire. Hornet est le bon élève dans l'ensemble, si tu veux, sur ce type de pratique. Quand on a contacté Scruff et Grindr et qu'on les a mis en cause en leur disant ça serait bien que vous impliquiez dans la réduction des risques. On parle même pas de la modération, parce que la vraie solution c'est vraiment la réduction des risques et essayer de voir qu'est-ce que la technologie peut apporter dans le domaine. Scruff et Grindr nous avons dit vous n'avez qu'à acheter de la publicité. Donc il faut dire que dans l'implication communautaire des applications, je pense qu'il y a un gros travail.
et qu'aujourd'hui le modèle économique de ces applications passe par de la vente de publicité et qu'une implication dans la réduction des risques impliquerait qu'ils perdent une partie des voix qui est utilisée à la publicité. Donc voilà, donc c'est un retour de terrain que je voulais partager avec vous et voilà, et remercier effectivement Ornette d'avoir. Ce qui me permet de poser une série de questions à nos invités qui sont là ce soir, à savoir quelle a été la place, quel rôle ont joué les applications dans, on peut discuter des termes, la banalisation, la démocratisation de cette pratique. Qu'est-ce qui a été fait depuis, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et voilà, on peut commencer par ça. Je ne sais pas si... En fait, moi je crois que les applications, la principale caractéristique qu'il y a eu, c'est que ça a aboli la limite entre la vie quotidienne et la vie qu'on a voulu mettre un peu à part dans nos sociétés, qui est la vie sexuelle. C'est que la culture sexuelle, depuis une cinquantaine d'années, c'est quand même un peu la culture du plaisir, de la désinhibition, de laisser aller, du lâcher prise, c'est un mot qui revient tout le temps, ou de la liberté surtout. Et que du coup, on a du mal à accepter les restrictions sociales dans la sexualité. Alors, avec les applis, ce qui s'est passé, c'est que avant, quand on avait une boîte ou un bar ou un établissement comme ici, il faut sonner à la porte, on ouvre, et donc dans la rue, on est dans l'espace public, on est dans la vie normale, et quand on est dans la boîte, on est dans la vie sexuelle, on est dans autre chose, dans un autre monde qui est un petit peu idyllique, avec des bruits bizarres. Et c'est cette séparation-là qui est abolie. En fait, moi, ce que j'ai constaté dans les entretiens petit à petit, au début, c'était un peu l'énervement, en fait, c'est que je me suis rendu compte que dans la vie sexuelle, finalement, les personnes qui s'engagent dedans ont les mêmes rapports de force et de domination que dans la vie courante, en fait. Mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont l'impression d'être dans le monde de la sexualité, qui est un monde libre et merveilleux. Donc, en fait, les rapports de classe, les rapports de race, les rapports de genre, les rapports d'âge, tous les rapports se reconstituent absolument tels quels dans la vie sexuelle, mais avec une inconscience de ça, et des gens qui vous disent j'ai bien le droit de faire ça. Et donc du coup, on a des rencontres très particulières entre... moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais des gens... Alors, comme c'est des petits milieux, j'avais dans les interviewés que j'avais des personnes qui se connaissaient sans savoir que je connaissais les deux. Donc j'avais le récit de la même histoire par deux personnes différentes. Donc je pouvais avoir quelqu'un qui disait j'ai 60 ans et c'est vachement bien, grâce au chemsex, je rencontre des jeunes que j'aurais jamais rencontrés auparavant. Et puis le jeune, je le rencontre un mois ou 2 mois après, qui me raconte la même histoire et qui me tient le même discours. Sauf qu'au bout d'un moment, je comprends que finalement, le plus âgé a de l'argent, un appartement, et donc il se commande de l'argent. Et le jeune, lui, va en boîte pas loin de l'appartement, et il y a de la drogue. Donc évidemment, à 4h du matin, il se retrouve sur Scruff. Et sans se rendre compte, ils ont reconstitué un rapport de domination, un rapport très complexe, sans réaliser qu'ils étaient là-dedans et croyaient qu'ils étaient dans le monde merveilleux de la sexualité. Donc les applis, pour moi, ça a fait ça, ça a aboli la limite qu'il y avait entre le monde normal et le monde merveilleux du sexe. Alors moi je voudrais ajouter quelque chose, je pense qu'aujourd'hui l'un des enjeux majeurs c'est le problème autour de la banalisation. Aujourd'hui, je pense que l'un des risques, c'est quand on va sur les applications, la multiplication des gens qui recherchent des rapports sous KEMS et qui mettent en avant soit les produits, soit le fait qu'ils vendent, parce qu'il y a aussi des gens qui vendent sur les applications et c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus un lieu de deal. Le risque ce serait de penser que utiliser des KEMS pour avoir du sexe, c'est la normalité. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être peut-être plus âgés, qui vont se dire tiens, je vais inviter un petit jeune qui a envie, qui va peut-être par rapport au problème de soumission chimique utiliser des produits parce qu'effectivement ça désinhibe, que c'est un moyen d'arriver à ses fins peut-être lors de soirées privées avec des gens, etc. et tout, en disant prends des trucs parce que et la personne peut rentrer aussi, ça peut être une porte d'entrée vers l'addiction, c'est-à-dire quelqu'un qui va aussi peut-être être tenté d'utiliser des produits, la répétition, la banalisation de voir, se dire tiens ça a l'air cool et puis finalement c'est normal parce que tout le monde en parle et être tenté peut-être aussi d'essayer. Je pense que c'est ça, en termes de langage, c'est quelque chose d'important, je pense, qui va finir par influer parce qu'il faut dire que les médias sont la porte sur le monde, ça c'est ce qu'on apprend dans le domaine du marketing souvent. C'est une fenêtre sur le monde et que certainement ça donne peut-être une perception, peut-être quelque chose de distordu de la réalité et que les gens qui se disent finalement ça a l'air cool, c'est de la normalité et qui pourraient être tentés d'essayer ce type de produit. Juste 2 choses à la fois. Une première sur le discours sur la banalisation et puis sur les applications. Il faut se remémorer 2 choses, la baisse de l'usage du préservatif et la PrEP, où on avait aussi tendance à avoir ces discours, il ne faut pas banaliser,
en fait, ce sont des discours qui sont assez limités en termes d'impact de ce que ça a, parce qu'ils négligent les expériences que vivent les personnes. Donc voilà, moi sur ces discours sur attention, ne banalisons pas, moi j'ai plutôt envie de mettre en avant les témoignages des personnes. Voilà, qu'est-ce qu'elles vivent et qu'est-ce qu'elles mettent en place, quelles sont les expériences positives qu'il y a pour faire de la réduction des risques. Voilà, mettons en avant ça, plutôt que de dire ne banalisons pas, voilà, on ne va pas pouvoir aller, voilà, on ne va pas arrêter le chemsex. Là, c'est bon, les gens vont consommer des drogues et ça va durer très longtemps. Donc voilà, n'allons pas à l'encontre de ces expériences et ces parcours de vie, mais essayons de montrer ce qui marche en termes de réduction des risques. Et sur les applications, moi quand j'entends le discours, les applications entretiennent les rencontres ou les banalisent autour du chemsex. Ça me fait penser à quand on faisait justement à San Francisco, quand on faisait fermer les saunas parce qu'on les accusait d'entretenir l'épidémie de sida, de VIH. Voilà, c'est un petit peu la même chose, où je trouve ça assez drôle en introduction quand tu as parlé justement des applications. Bah, moi, tout de suite, j'ai eu en tête ces saunas. Voilà, je trouve ça drôle qu'aujourd'hui les établissements tiennent un discours contre les applications en les accusant de promouvoir le chemsex et en disant qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle et les algorithmes pour censurer les utilisateurs. Ça me rappelle ça, ça me rappelle quand on s'opposait aux établissements parce qu'ils entretenaient l'épidémie de VIH. Voilà, c'est des lieux de socialisation, de rencontre. S'il n'y avait pas les applications, il y en aurait eu d'autres. Voilà, on aurait dealé sur les lieux de drague. Donc pour revenir sur quelque chose de positif, juste par rapport, donc c'est pas une application, mais Barbac Zone, c'est pas une appli, on est d'accord, je sais pas, un site web, voilà. Et ben sur Barbac Zone, ils aident justement il y a quelques années au Caru des Halles, ils avaient fait un truc super. Alors je sais pas s'ils le font encore. Oui, d'accord. Ils avaient créé un avatar avec accord de Barbac Zone et justement ils allaient sur le principe de l'allée vert et donc ils parlaient à tous les profils qui avaient des chem ou même ils faisaient de la prévention VIH, hépatite, etc. Ils rentraient dans un dialogue, ils proposaient de se rencontrer et moi je trouvais ça vraiment génial. Donc ça pourrait être un truc comme ça sur une application, tu vois, un truc un peu... Moi, juste pour faire un petit peu le lien avec tout ce qui a été dit, puisqu'il y a pas mal d'informations qui ont été données, je voulais vous donner quelques chiffres qu'on a du chemsex par rapport au spot. Alors il y a 5-6 slides, donc ça va aller vite, ne vous inquiétez pas, mais je pense que ces chiffres sont assez révélateurs. Donc ça c'est le lieu, donc le spot est au boulevard Beaumarchais à côté de Bastille. On peut passer à la suivante. Donc nous on accueille des HSH, donc des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, des personnes trans et des travailleurs du sexe, des escortes, et on fait du dépistage, on fait la promotion de la PrEP et on parle beaucoup de chemsex et de réduction des risques. Venons-en aux chiffres. Donc ça c'est le petit flyer. J'en ai ramené, juste si on peut revenir avant, j'en ai ramené si vous avez des potes, des plans cul, qui veulent venir, j'ai des flyers ici. C'est tous les mardis de 19h30 à 21h30. Les chiffres qui pour moi sont très parlants. Le profil, donc on a mis en place un petit questionnaire de profilage qui est totalement anonyme, qui fait un recto verso, et on a récupéré de l'information depuis à peu près 1 an. Et sur les chiffres qu'on a, donc c'est à peu preur 150 chemsexeurs qui sont venus au spot. 23% sont séronégatifs et ne prennent pas la PrEP. 33% sont séronégatifs et sont prépeurs, et 44% sont séropositifs et prennent le TASP, donc un traitement antirétroviral qui leur permet d'avoir une charge virale indétectable. Ça, ce qui est important dans ce chiffre-là pour moi, c'est qu'on ne mettra pas fin à l'épidémie du VIH sans la PrEP. Si vous n'êtes pas encore convaincu, il serait temps de se mettre à jour parce que la PrEP, c'est un des outils qui est essentiel avec le dépistage, avec les préservatifs, pour mettre fin à l'épidémie du VIH. Et dans le cadre du chemsex, quand un garçon il est séronégatif, il ne prend pas la PrEP, et dans une partouze qui dure 48 heures, allez lui expliquer comment il peut négocier la capote après 48 heures. Donc la PrEP est un outil essentiel dans la réduction des risques. La slide suivante. Les consommations de produits psychoactifs au spot, on me parlait tout à l'heure de la polyconsommation, c'est Gérard qui en parlait, et c'est vrai, c'est-à-dire que 44% consomment de la cocaïne en contexte sexuel, 44% consomment aussi du cristal, donc la méthamphétamine, de la tina. Il y a encore 2 ans, quand on a commencé la soirée chill out, on n'entendait quasiment pas parler de la tina, on est à 44% maintenant. Pourquoi? Notamment parce que le prix a beaucoup diminué, il y a encore un an, on disait qu'il a touché à 250 € le gramme. Il y en a certains qui maintenant l'achètent à 120, 100 € le gramme. Il y a la culture de la 3-MMC, donc quasiment 80% consomment la 3-MMC
et la moitié en slam. Donc il y a une vraie culture des catinones, de ces produits de synthèse qui sont apparus, comme le disait Gérard tout à l'heure, en 2010 en France. 71% consomment du GBL, ce qui aussi est très important, et 53% consomment une, voire plusieurs fois par semaine. Ce qui veut dire que le phénomène, en tout cas chez les personnes qui viennent au spot, on a à peu près une effet actif de 400 chemsexeurs et est vraiment là. Et sur la dernière slide, en fait, on a mis en place une permanence par rapport à ce que disait Rohan tout à l'heure. Le mercredi après-midi, avec le docteur Michel Ohaillon, on fait une permanence avec les travailleurs du sexe, les escortes, mais pas que, les HSH aussi, enfin les HSH qui ne sont pas travailleurs du sexe, où on peut faire du dépistage complet. Et on a fait un petit questionnaire sur Hunks, qui est l'application, la partie pour les escortes de Planète Roméo. Et les chiffres qui sont pour moi les chiffres les plus révélateurs, c'est 62% des escortes qui nous ont répondu considèrent que leur activité d'escorte comme source de revenus indispensable et ou principale, ce qui veut dire qu'il y a une vraie pression pour eux pour négocier avec le client. 65% ont eu des demandes de relations sexuelles anales sans préservatif. Donc là encore une fois, le besoin, si la négociation est compliquée, le besoin de la promotion de la PrEP. 40% ont eu des demandes de chemsex tout type de prise, que ce soit sniffé ou en injection. 79% sont séronégatifs et parmi ceux-là, un gros tiers des séronégatifs, des escortes séronégatifs sont prépeurs, ça veut dire que 2 tiers ne sont pas prépeurs, d'où l'importance de négocier la capote ou de baiser avec des clients qui ont une charge virale indétectable. 90% ont utilisé le préservatif comme moyen de prévention et 6% n'ont jamais été testés au VIH, principalement par peur du jugement des pratiques sexuelles ou de l'orientation sexuelle. Donc voilà, simplement pour vous donner ces chiffres-là, je pense que dans le phénomène du chemsex, nous les garçons que l'on voit le mardi, beaucoup nous disent que le chemsex, pour eux, après avoir, comme le disait Vincent tout à l'heure, après avoir été une pratique, c'est devenu un peu un échappatoire. C'est-à-dire que quand tu arrives le vendredi, il y a la pression du boulot, il y a la pression de la solitude, il y a la pression de l'ennui qui fait que ils vont rentrer dans une bulle chemsex qui va durer 8 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures, et qui va leur permettre d'avoir un échappatoire pendant un certain temps, et qui leur permet du coup d'oublier un petit peu la difficulté du quotidien. Je voudrais juste lui répondre par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport à l'opposition entre les établissements et les applications. Aujourd'hui, je pense que les établissements, ils ont une obligation de résultat au niveau des moyens de prévention qui sont mis à disposition des clients, que ce soit au niveau de la mise à disposition des capotes. On travaille quand même beaucoup avec les associations pour que ces moyens de prévention soient en disposition libre, et on est jugé sur les moyens qu'on met en œuvre pour pouvoir accompagner les gens. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de déplacer la responsabilité sur les applications, c'est dire que les applications, aujourd'hui, c'est des nouvelles pratiques, comme vous voyez tout à l'heure des images de marketing qui sont utilisées, qu'on connaît mal, et que les applications doivent être impliquées dans cette logique de réduction des risques. C'est-à-dire qu'au même titre que nous, on a une responsabilité si les gens font un malaise parce qu'ils ont pris des produits chez nous, ou responsabilité s'il n'y a pas de moyen de prévention parce que quelqu'un attrape le sida, et que la personne n'a pas les moyens de prévention à disposition. Et je pense que les applications ont leur rôle à jouer dans la réduction des risques et qui doivent être impliquées dedans. Donc c'est pas une opposition et c'est pas déplacer le problème, c'est juste parce que j'ai plusieurs casquettes et que justement j'ai une vision panoptique que je voulais partager cette expérience. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Il y a un de mes collègues qui est un médecin niçois qui s'est appelé Dr Prep sur Grindr. Et au bout de quelques semaines, il y a un utilisateur qui a porté plainte auprès de Grindr et du coup, le compte a été supprimé. Justement, d'où cette question, qu'est-ce qui peut, vu la place que prend le chemsex sur les applis, qu'est-ce qui peut être fait en matière de réduction des risques et de prévention sur ces espaces-là, et aussi dans les établissements, s'il y a à faire. Voilà. Alors en fait, c'était un peu la question de la DGS quand ils ont commandé l'enquête Apache. C'est DGS, ouais. Direction générale de la santé, pardon. Et qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place déjà par rapport à il y a 2-3 ans ou même il y a 5 ans. Après, moi, j'ai pas tellement de... Alors, effectivement, je sors de 10 ans de marketing social SPF après SoSafe. Donc, alors, le commentaire que j'ai à faire, c'est que le problème du marketing... Enfin, de toute façon, en France, ça ne peut pas ne pas passer par une politique de santé publique, donc impliquer l'État. Mais le truc, c'est quand on implique l'État, on implique la lourdeur de l'État et la lenteur de l'État. Et le marketing social en France, il est très très fait par l'État, notamment en Santé publique France. Il est il peut être volontaire, il a des grandes qualités, mais il est extrêmement lent à faire bouger. Moi, par exemple, j'ai fait les posts Facebook pour SexoSafe. Il fallait que je fasse une vingtaine de posts 3 mois à l'avance qui devaient chacun être validés par au moins 5 personnes.
En termes de réactivité des réseaux sociaux, on est quand même très 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 loin du compte. Donc effectivement, pour le chemsex, c'est compliqué. D'un autre côté, moi je trouve que c'est des usagers, c'est de la communauté que viennent les solutions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de souffrances ou beaucoup de problèmes qu'il n'y a pas de solution. Et je pense que les seules vraies solutions sur le chemsex pour l'améliorer, pour faire en sorte que les gens n'en souffrent plus ou en souffrent moins, c'est de partir de là où ils sont et de les suivre dans leur parcours. Il ne faut pas aller contre eux en fait. Il faut vraiment, je pense que tout à l'heure j'ai dit ce truc un peu aberrant, que les gens s'informent de PrEP à travers le chemsex. C'est vrai que ce qui me choque, c'est que ça veut dire que l'État ne fait pas assez de campagne pour la PrEP, mais ce qui me rassure, c'est que finalement le chemsex sert aussi de vecteur d'information. Donc en fait, je trouve qu'on peut trouver des trucs, et j'invite tout le monde qui parle en anglais à lire le texte de Douglas Crimm sur la morale et la mélancolie, où il explique que c'est toujours les gays eux-mêmes qui ont inventé leur technique de protection, et je pense que la PrEP, c'est le TASP, c'est le meilleur exemple. Donc chemsex, à mon avis, ce sera pareil, ça passe par les usagers, il faut écouter, il faut les suivre dans leur démarche. Moi, je pense qu'il faut adapter les stratégies de prévention des populations ciblées. Nous sommes des populations ciblées pour les préventions contre le VIH, mais si on voit, je connais bien les questionnaires, tu sais, moi je fais la traduction en espagnol, et moi je pense que ce chiffre de 79% des personnes séronégatives entre nous, les travailleurs de sexe, et après ça va changer, parce qu'après les lois de pénalisation des clients, je ne sais pas si vous savez qu'ici en France, les clients ils sont pénalisés, donc on a passé d'être considérés criminels à victimes. Et pour le moment, c'est les clients qui sont pénalisés. Il y a une étude qui a été faite pour Médecins du Monde et il démontre aussi qu'après la loi de pénalisation des clients qui a été adoptée en 2016, en avril 2016, il y a une augmentation de VIH, d'infections pour VIH entre nous, les populations travailleuses du sexe. Donc moi, je pense que ces chiffres vont changer. Il faut adapter aussi les outils de prévention comme la PrEP, parce que moi, je pense dans mes collègues qui font des travaux itinérants, qui ne vivent pas ici en France, mais travaillent en France. Et qu'est-ce qui se passe dans un pays où il n'y a pas l'accès à la PrEP? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu reviens une autre fois, tu es obligé à l'acheter dans des marchés noirs, comme tu achètes la drogue. Donc moi je pense qu'il faut adapter tous les outils de prévention, même pour nous, si on est une population, pour vous, et pour l'État, on est une population ciblée. Il faut adapter les stratégies de prévention parce que, bon, c'est qui prend la PrEP à la fin en France? C'est des mecs blancs, avec un statut au niveau social, bon, c'est pas forcément les travailleurs de sexe. Alors, juste sur la question, donc ce que disait Alex Garner, je pense qu'il y a deux pistes principales par rapport aux applications. La première, c'est la modération d'une certaine façon pour que le fait qu'il n'y ait pas de banalisation, c'est-à-dire que je pense que les applications ont leur rôle à jouer. L'idée, c'est évidemment de ne pas stigmatiser les gens, mais que ça ne devienne pas la norme et qu'il n'y ait pas forcément, en tous les cas, que ça se fasse, mais que ce ne soit pas forcément aussi visible que ça l'est aujourd'hui. Et ça, c'est Hornet qui le dit, c'est pas moi. Et la deuxième piste, c'est effectivement impliquer ces sites dans la réduction des risques. Et aujourd'hui, je pense que réfléchir à comment, parce qu'il y a une obligation de la part des établissements, et je pense qu'il y a une obligation, il y a une responsabilité de la part des applications, et savoir comment est-ce qu'elles peuvent prendre part à cette réduction des risques, et effectivement c'est quelque chose qui à mon avis est important. Bon après si on modère et en même temps on veut faire de la réduction des risques, ben, les usagers iront ailleurs et on se prive de ce public et ils ne vont pas avoir nos messages de prévention. C'est le risque. Et il y aura, juste après, il y aura une... On pourrait faire une session entière sur le poppers. Juste sur... Non, sur... effectivement, comme dit Tim, on a les idées, la communauté s'est mobilisée aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et au niveau de aide, il y a 2 ans, on avait on était un petit peu sous le choc d'avoir pas mal de potes, à la fois dans notre communauté, mais aussi dans notre association, qui vivaient des situations très problématiques. Et on a décidé de faire des choses. Un peu à l'arrache, on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, et on s'est souvenu qu'aux premières heures de l'épidémie de VIH, quand on ne savait pas trop quoi faire, ce qui a été mis en place, des premières actions qui étaient mises en place, c'était des lignes d'écoute qui visaient à la fois à permettre aux personnes de rompre l'isolement et aussi d'écouter pour documenter les situations et voir ce qui pourrait être fait.
Et c'est ce qu'on a fait, du coup, en 2017, on a lancé un dispositif d'écoute avec à la fois une ligne téléphonique, un numéro WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est l'outil de com de beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment des chemseltzers, et un groupe Facebook, Info Chemselz, vous pouvez aller le voir d'ailleurs si vous voulez, il suffit de répondre oui à toutes les questions et vous pouvez rentrer. Et si, voilà, on a mis en place ce dispositif qui est très intéressant. Il y a eu un recours assez important sur le WhatsApp notamment. Il y a beaucoup de personnes qui sollicitent le numéro. On n'est pas assez pour répondre aujourd'hui à toutes les demandes d'ailleurs. Donc on a mis en place ce numéro et on fait de l'échange. Voilà, c'est de l'échange entre pairs. Hein. Moi, quand je réponds, je dis clairement aussi que je suis consommateur. Enfin, j'aimerais juste revenir sur... Je vois une main levée dans la pièce. Mais... J'aimerais juste revenir sur le fait que tu disais que en fait, sur les applications, bon, il fallait laisser le robinet ouvert. Je suis pas d'accord avec ça parce que c'est de la même manière que dans les établissements où justement le robinet n'est pas ouvert aujourd'hui. Et comme le disait très bien Michel tout à l'heure, ce sont des îlots, c'est sanctuarisé quelque part. Finalement, c'est quand même aussi des espaces de protection, donc de prévention. Aujourd'hui, quand on arrive sur certaines applications, on est happé par une vingtaine de profils, nous proposons toute substance ou toute pratique. C'est important de faire cette sanctuarisation, comme l'a fait d'ailleurs Robert Baxon, finalement, qui s'est spécialisé sur la pratique. Pourquoi pas qu'il y ait également des applications qui seraient un peu plus dédiées aux rencontres entre chemsexers. Aujourd'hui, elles sont partout, ces applications. Les chemsexers sont présents sur toutes les applications. Ce qui est le vrai danger, c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui arrivent, qui ont 18 ans, ils n'ont aucun code là-dedans, ils se retrouvent dans les tous chemsex, ils n'ont rien demandé, et ils deviennent addicts en 2-3 semaines. Tous les âges, je suis d'accord, mais moi ce qui m'embête aujourd'hui, c'est quand même 18-25 ans où il y a quand même vraiment une montée... Plus importante que celle d'une personne plus âgée. Pas du tout. C'est tout aussi important. Question alors. Bonjour tout le monde, je suis Thierry Chaffauzer, je suis... Ah d'accord. Je suis travailleur du sexe et membre du STRAS aussi. Bon, je trouve que, en fait, c'est bien que tu dises que tu sois aussi père et usager de drogue, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir un débat entre usagers et pas forcément que sur l'angle sanitaire ou sécurité par rapport aux établissements. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de savoirs qui sont échangés entre usagers. Et c'est vrai que je crois qu'il y a peut-être une compréhension différente du terme de prévention. Quand j'entends « il ne faut pas normaliser », moi je pense que c'est maladroit de dire ça parce qu'en fait moi dans ma vie les drogues c'est normal. Je pense que les drogues ça fait partie de ma vie, des vies des gays en général. Je pense que c'est stigmatisant en fait de considérer que enfin même en tant qu'usager de drogue, moi j'ai pas l'impression que les gens me forcent ou que je force les gens si je propose un plan chemsex ou si on propose un plan chemsex. J'entends des choses par exemple par rapport à la vulnérabilité par rapport au viol. Moi je pense que les abus sexuels c'est un problème qui n'est pas lié aux drogues en tant que tel, c'est un problème de société en général et je pense qu'il faudrait arrêter de toujours mettre les drogues comme l'excuse à tous les problèmes de la société, que ce soit sur les plans de la santé, de la sécurité, de plein de choses. Ce qui manque, je pense, dans ce débat, c'est que du coup, on a soit une compréhension de la prévention qui serait empêcher l'abstinence, donc dissuader l'usage, qui à mon avis est pas efficace, parce que je pense que sur la sexualité ça marche pas, je vois pas pourquoi sur les âges de drogue ça marcherait, et a priori on voit bien que ça ne marche pas. Et puis je trouve qu'aussi qu'on a, alors après bon, on parle beaucoup de réduction des risques sur les pratiques individuelles qu'on peut avoir, je pense que ça c'est je pense la bonne piste, mais même ça je pense que ça peut être réducteur, c'est-à-dire que on a évoqué la loi, je pense qu'on va arriver dans le débat là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment aussi parler des contextes d'usage, parce qu'en fait c'est pas tant les produits et les effets des produits, c'est aussi comment on consomme, comment on apprend à consommer ou pas. Cet apprentissage, moi je l'ai appris grâce à mes pairs dans la lutte contre le sida, ou aussi en tant qu'usager dans le sexe ou les fêtes, etc. Alors que par exemple l'alcool c'est un produit qui est issu de la culture chrétienne, et donc on apprend qu'il y a des verres différents pour chaque alcool, qu'il y a des dosages différents, qu'il y a un contexte d'usage aussi. Bon voilà, je pense qu'il y a le contexte de pénalisation, il n'est pas anodin du tout, mais je pense aussi qu'il n'y a pas que la pénalisation. Je pense que en tant que travailleur du sexe, pour nous c'est évident
qu'il y a aussi la question de la précarité, il y a aussi la question de l'accès au logement dans Paris. Tim, quand il parle des jeunes, voilà, les gens qui parlent des jeunes gays, les 18-25 ans, alors le public très vulnérable dont il faut se préoccuper, le problème numéro un, je pense, de ces jeunes-là, c'est comment se trouver un appartement dans Paris, comment sortir de la pauvreté, comment effectivement avoir un mode de vie convenable, et puis peut-être aussi des questions d'isolement, je pense que quand tu en parlais, et c'est vrai que la sexualité, c'est dans la culture gay, c'est un moyen de rentrer en contact avec sa communauté. Moi, je sais que j'ai commencé à baiser très jeune, et c'est comme ça aussi que j'ai appris à déconnecter le désir de ma sexualité, parce que pour moi, dès que je rencontrais un mec, c'était un moyen d'avoir accès à ma communauté. Donc j'ai une sexualité comme ça, et je pense qu'il y a plein de gays qui ont une sexualité très liée à une forme de sociabilité, et qu'on arrive beaucoup plus que les hétéros, par exemple, je pense, à déconnecter les trucs de l'amour, du désir, de machin. Bon. Ça, je m'éloigne un peu, mais je pense que ce que j'aimerais bien, c'est que maintenant on aille vraiment sur des solutions qui, à mon avis, doivent pas être que réduites aux questions des individus, mais aussi qu'est-ce qu'on fait en tant que communauté. Est-ce qu'à un moment donné, on va considérer que c'est une priorité de l'agenda LGBT, la question de la légalisation des drogues en France? Est-ce qu'à un moment donné, on va aussi prendre en compte les questions de précarité, toutes les questions de structures sociales qui font que les gens sont vulnérables. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit les drogues en tant que telles qui rendent les gens vulnérables. Je pense que les vulnérabilités, elles sont déjà avant l'usage, et que éventuellement les drogues peuvent accentuer des situations. Du coup, ça permet de lancer cette question. Du coup, on prendra la question de Muriel ensuite, ou alors pose-la et ils y répondront. Non, c'est pas vraiment une question, c'est simplement, je m'appelle Muriel Medaoui, je travaille à l'hôpital Marmottan en service addicto comme sexothérapeute, et mes patients sont principalement des chemsexeurs. Donc, comme tu disais, Tim, tout à l'heure, c'est vrai que quand ils viennent, c'est parce qu'ils vont mal. Quand ils vont bien, je vois pas pourquoi ils mettraient les pieds à Marmottan. Donc, ils sont envoyés via les permanences téléphoniques de aide qui m'appellent, le Carut du Sou, le refuge. Donc c'est aussi ou les services d'infectio avec lesquels je travaille. Et quand les personnes viennent, je trouve très important, justement, il n'y a pas une idée d'abstinence, où on travaille avec la demande des chemsexeurs. Et en fait, il n'y a pas un chemsexeur, il y a des individus qui ont tous des demandes et des choses différentes, attendent des choses différentes. Et juste ce que je voulais dire, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce aux chemsexeurs et grâce à leurs expériences. Et grâce au spot où je vais les mardis soirs au Chill Out. Et justement, le spot, pour revenir à ce que disait Thierry, c'est justement qu'il n'y a pas le côté abstinence, c'est le côté où il y en a qui viennent pour réguler leur consommation, d'autres qui viennent pour arrêter, d'autres qui viennent parce qu'ils se posent des questions. Donc c'est justement l'intérêt, mais c'est vous, c'est les consommateurs qui apportent, qui viennent et qui apportent, sans savoir, ils apportent une réponse. Il suffit juste après de les écouter et la réponse, ils l'ont. Du coup, ce qui permet de reprendre la question de Thierry, c'est quelle réponse, et là tout le monde pourra répondre, quelle réponse apporter à cette question du chemsex, qu'elle soit communautaire, institutionnelle, associative. Juste pour rebondir sur la vulnérabilité chimique, donc toi tu penses qu'il y a une vulnérabilité sans substance. Moi je te parle de consentement en fait, donc après ça voudrait dire que sans substance, ton consentement pourrait être mis à mal. C'est ce que tu veux dire? D'accord, bon, tu m'expliqueras. Le mariage est un facteur de vulnérabilité pour le viol plus que pour les drogues. Ouais. Alors en fait là, moi par contre là je peux pas rebondir parce qu'en fait ça va au-delà de mes connaissances. Mais juste par rapport au débat sur la légalisation des drogues. Donc moi je travaille pour l'agence du médicament. Donc enfin je travaille pas vraiment pour eux, mais en tout cas avec eux. Donc en gros c'est eux qui vont mettre sur la liste des stupéfiants les substances en fonction des risques sanitaires. Donc on est en plein dedans.
effectivement, grâce au rapport sur les différentes substances, il y a eu la mise sous la liste des stupéfiants de toutes les catinones de synthèse, par exemple. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les usagers, ils sont capables d'une autorégulation eux-mêmes sur les produits et leur dangerosité, parce que nous, on a vu par exemple pour la MDPV qu'il y avait plein de risques psychiatriques forts et que les usagers d'eux-mêmes en fait discutaient et que la MDPV a commencé à plus du tout être consommée. Donc ça, c'est un fait, que les usagers, ils ont une vraie connaissance et qu'ils savent eux-mêmes faire cette régulation. Et par rapport à cette nouvelle voie de régulation qu'on pourrait imaginer, donc ne plus interdire, mais peut-être autoriser avec, par exemple, un étiquetage, un bel étiquetage des produits, comme un médicament, avec les risques, avec la composition, avec le dosage, etc. Ça pourrait être une nouvelle voie qui n'arrivera pas avant 50 ans, mais je pense que c'est un beau rêve. Et par rapport aux produits, nous, on avait fait une étude sur les catinones, 3-MMC, 4-MEC, et on voyait qu'il y avait par exemple des produits qui étaient purs à 10% et d'autres à 100%, et on imagine bien ce que ça peut donner après. Et on peut imaginer un monde de rêve comme ça, où on pourrait acheter le produit, sachant que nous, ce qu'il nous faut, c'est du 20%, alors que peut-être pour un autre, ce serait du 100%, et voilà. Donc bon, c'est juste pour rêver un peu. Ouais. Est-ce que quelqu'un souhaitait répondre sur cette question, la réponse communautaire au chemsex et aux usages? La réponse communautaire, nous, dans Muriel le disait tout à l'heure, ce qu'on fait le mardi soir, c'est l'échange entre pairs. Et c'est surtout que je pense qu'on pense qu'on veut des applis, mais il y a quand même une forme de violence sur les applis, dans la communication, dans le blocage, dans des échanges qui sont assez durs. Et ce qu'on arrive à recréer au spot le mardi soir, notamment parce que c'est pas le spot qui l'a inventé, c'est quelque chose que Ed fait dans tous ses groupes de parole, c'est qu'au début de la soirée, on pose le cadre de la soirée, qui sont les règles de fonctionnement que le groupe se pose pour que tout le monde se sente à l'aise et la parole libérée, etc. Alors ces règles de fonctionnement, elles sont assez simples, c'est la bienveillance, le respect de la parole, l'écoute, le non-jugement, etc. Il y en a plusieurs autres qui sont posés chaque mardi. Et ça permet vraiment d'avoir un échange qui est bienveillant entre les personnes. Ça permet de l'écoute, ça permet de l'échange de pratiques. Et c'est cet empowerment-là, c'est-à-dire que les personnes, elles repartent avec plus d'informations, avec plus de billes qui vont leur permettre, après, quand on se retrouve dans des situations de consommation sexuelle ou de produits, de pouvoir prendre les bonnes décisions pour réduire les risques. Donc je pense que l'empowerment et l'échange par les pairs, c'est pour moi un des outils qui est le plus essentiel. Oui, en termes d'action collective, c'est vrai qu'au début de l'ère du sida, il y avait l'association des médecins gays qui allait dans les saunas, qui tenait les permanences de aide au tout début, dans les années 85-86. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué avec le numérique, c'est très compliqué avec Grindr, avec Scruff, etc., qui sont quand même des structures extra-nationales, donc avec leurs propres lois et leurs propres aspects juridiques, et pour lesquels on n'a pas tellement d'action. Donc la question que je me pose, mais je ne suis pas du tout informaticien, je ne suis pas du tout dans la partie, mais c'est finalement de fédérer avec un seul site. Vous pouvez appeler chetouille.fr ou partenaire.fr ou ce que vous voulez, mais dans lequel tous les portails de tout ce qui est montré ici soient visualisés, c'est-à-dire qu'il y ait une visibilité de ce que chacun fait en termes soit d'association, soit en termes des médecins, des Cégides, soit en termes d'éco-révis, qu'un patient, il est 9h du soir, il a un problème d'accident de capote, où est-ce qu'il peut aller, quand, quelle heure, quel médecin le reçoit, quel service, quelle prévention. Enfin, l'idée, c'est d'avoir éventuellement tous se mettre à l'intérieur d'un seul portail et dans lequel on serait tous visibles. Alors, il y a le portail de SIDA Info Service qui est très bien sur tout ce qui est VIH, IST, et on pourrait effectivement compléter avec des infos sur le chemsex. Je voulais juste vous annoncer qu'aujourd'hui même est lancé un site web qui s'appelle chemsex.be par nos amis belges. C'est le premier site web francophone qui est très très bien fait sur le sujet. C'est une traduction, en fait, ce site web et des ajouts et des adaptations. Une traduction du site qui a été fait par des Britanniques qui s'appelait Friday to Monday. Et voilà, le niveau de discours est absolument pas jugeant. Il y a beaucoup d'informations, aussi des numéros utiles, des orientations. Voilà, c'est un site web qui est très bien fait, chemsex.be, et il est sorti aujourd'hui.
Juste rajouter quelque chose, il y a aussi les forums comme Psychoactif qui sont quand même une partie de réponse communautaire, des usagers qui parlent aux usagers sur des expériences, du vécu, et ça je pense que c'est quelque chose aussi qui est quand même très important parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir aussi peur d'aller dans des lieux de rencontre physiques et qui peuvent du coup s'exprimer via une interface ou via un ordinateur. Après, par rapport à ce que le docteur Israël disait tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est des structures supranationales, il y a moyen d'intervenir ou de les faire intervenir sur la réduction des risques. Aujourd'hui, quand Facebook, par exemple, est capable de vous bloquer parce que vous avez une photo sur laquelle vous avez une partie de fesses apparente, ils sont capables d'autorégulation eux-mêmes. Et aujourd'hui, pourquoi ? Parce que derrière, il y a des éditeurs d'applications qui sont Apple et Google Play qui les obligent à avoir une culture puritaine sur certains sujets et pas sur d'autres. Donc aujourd'hui, pourquoi ? L'idée, c'est pas d'avoir une culture puritaine. Pourquoi ne pas rentrer et de se servir de ces moyens qui sont quand même géniaux, qui permettent de toucher des gens qui peuvent être intéressés par des sujets ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les campagnes qu'on a mis en place avec Google et Microsoft, qui arrivent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous tapez HAGHB sur Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, vous arrivez avant sur le site PlaySafe, donc qui est avant les sites de vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un taux de clic qui est entre 16 et 25%, donc qui peut toucher un utilisateur sur 4 qui aurait tapé cette recherche. Ce qui montre qu'il y a un besoin de réduction de risque, un besoin d'information, et que la technologie peut apporter une partie de réponse à des questions, et qu'aujourd'hui on peut explorer de nouvelles pistes aussi, ou travailler de main dans la main avec des acteurs. En fait aussi, je crois que, parce que moi en ce moment je suis en train de découvrir un autre truc, alors ça explique peut-être aussi pourquoi les applications se réveillent un peu, c'est qu'en fait elles ont un peu intérêt à ajouter une plus-value à leur service, parce qu'en ce moment ce qui se passe, c'est que de plus en plus de chemsexeurs, comme tu l'as signalé, fuient ce genre d'applications et se retrouvent dans des groupes informels sur WhatsApp, Telegram ou des trucs comme ça. Et alors là, pour aller les choper, c'est une autre paire de manches. C'est des anecdotes qu'on se racontait avant, mais de plus en plus, les gens se mettent sur des listes où il y a 100, 200, 300 noms, qui ont des durées de vie extrêmement courtes, où là, voilà un Snapchat, et là, on est quand même très à poil. Non, mais pour le coup, moi, ce que je trouve, ce qu'on devrait essayer, c'est qu'il faudrait arriver à fabriquer une espèce des images, des messages qui soient transportables facilement sur ce genre de support. Voilà, c'est ça. Et essayer de les faire circuler dans la communauté d'une façon virale. C'est-à-dire pas forcément prendre la parole en un nom défini avec une marque, mais au contraire avoir un message qui peut circuler. C'est ce qu'on avait fait au spot avec Stéphane aussi un petit peu, avec le que faire en cas de chemsex, où on avait réussi à faire une information pratique sur qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'accident, qui puisse être une image qu'on peut se faire passer sur les réseaux. Il y a aussi un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des applications qui permettent de toucher des gens. C'est que demain, si effectivement il y a des groupes privés ou le darknet, parce qu'on n'en a pas parlé, le darknet, tu n'auras plus aucune possibilité de segmenter ou de pouvoir faire descendre l'information. Alors on va prendre les dernières peut-être questions publiques, mais je voudrais vous informer que après, mais juste après le dépôt vous offre un petit verre, on a un petit punch ou des softs à volonté parce qu'il fait très chaud, et qu'il y aura le DJ, il y aura un DJ qui va prendre le relais et rappeler qu'on remercie énormément l'inter-LGBT d'avoir donné cet espace d'accueil, mais on va prendre les dernières questions publiques, donc ne partez pas. Oui, mais on peut s'enculer en bas. Vous vouliez savoir quoi? Je laisserai la réponse médicale sur les dangers long terme, mais il y a effectivement des risques respiratoires, des risques au niveau pour les yeux, par exemple. C'est des choses qui sont réversibles quand on arrête tout après. Savoir que le plus gros risque, c'est quand même le mélange des poppers et des stimulants érectiles qui peuvent provoquer des risques cardiaques et du GLP. Voilà, c'est vraiment le mélange. Mais peut-être je peux laisser le docteur Israël compléter. Oui, non, tu as raison. La seule chose, c'est qu'on a vu des rétinites, surtout des atteintes visuelles. Et chez un de mes patients, un jour, qui l'a pris vraiment en perfusion, il y a eu une chute de la tension artérielle au niveau cérébral, notamment occipital, ce qui fait que le cortex n'a pas été, irrigué, et il est devenu aveugle. Ça, c'est des histoires de chasse. Non, quand je dis injecté, c'est qu'il consommait énormément. Maintenant, je rappelle le poppers, bien sûr, avec le Viagra et autres, mais aussi avec le GHB, puisque vous avez une chute de la tension artérielle. Et le poppers sous-sol, tout seul. Le poppers sous-sol. L'identité du poppers sous-sol. Pareil, si le dosage est...
Ça dépend à quel âge. Si on a un cœur qui est fragile, il peut passer en arythmie ou des choses comme ça. Voilà. Je sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Bonsoir. Moi, je m'appelle Aline. Je suis sexologue. Je viens de Suisse. Ça s'entend hein, à mon accent. Et puis, je suis membre active en Suisse dans la communauté LGBT. Et en fait, je vous entends parler depuis ce soir. D'ailleurs, merci pour ce sujet. C'est super intéressant. Mais dans la prévention, en tout cas dans mon approche à moi, il y a aussi l'idée de la pornographie. Vous n'en avez pas parlé, mais elle soulève quand même, elle véhicule cette image d'hyper-performance. Et je me demandais à partir de quel moment est-ce qu'on peut l'associer à cette prise de substance qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on peut être hyper-performant comme dans les vidéos qu'on regarde. Et cette consommation, particulièrement toi, Tim, qui a... En fait, je crois que la meilleure réponse que je peux vous faire, c'est de lire les livres de Guillaume Dustan, et notamment Dans ma chambre, où exactement il ne parle que de ça. Je pense que c'est très important de signaler, pour rejoindre un peu ce que disait Thierry, c'est que la communauté homosexuelle, elle est fondée aussi sur la relation sexuelle, par la force des choses, et peu importe la raison. Il n'y a pas de jugement à faire là-dessus, mais que du coup, la pornographie, ça a un rôle évidemment philosophique et social, et qu'on ne peut pas y échapper. Ce qui est net aussi, c'est que chacun fait sa propre pornographie, et sur les applis, c'est un peu ça. Donc on est tous dans l'autopornographie. On a tous fait des films, on a tous fait des images. Et la pornographie chemsex. Alors sur la pornographie chemsex, c'est même un truc très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a un gros site qui s'appelait Nasty King Pics, qui lui a dissocié son action entre les pervers et les chemsexeurs, parce que les pervers ne voulaient pas de chemsexeurs, et l'inverse était vrai aussi. Donc on a eu deux sites pour se mélanger, mais effectivement, la pornographie fait partie du truc, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est là-dedans, de toute façon. Donc c'est effectivement un moyen d'information. De toute façon, moi je pense que toute la corrélation entre toutes ces relations-là, c'est l'information. Et donc c'est par là, c'est l'idée, le problème, la question pour répondre à... C'est comment on fait passer une information dans des réseaux qui sont complètement fluides et ingérables. Moi, je fais des porno, mais s'il y a des clients qui me demandent, et moi je suis dans un plan de chemsex, qui me demandent que je fasse les mêmes choses que je fais dans les scènes, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Parce que moi, je fais les pornos et je prie rien. J'ai pas besoin de prendre rien. Mais si tu es dans un plan chemsex, ça sera pas facile. Il faut amener la petite boîte avec les Viagra, avec les 3, avec les Exta. C'est la médicalisation sauvage de la sexualité, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, je voudrais peut-être juste qu'on remercie l'ensemble, enfin déjà l'inter-LGBT qui est à l'initiative avec PSF de ce débat, l'ensemble des personnes qui sont intervenues ce soir, parce qu'on a essayé d'avoir vraiment un panel très, très étendu et très large, avec à la fois des scientifiques, à la fois du vécu, et qu'on peut ne pas tous partager les mêmes positions. Je pense que c'est important d'échanger sur la question, et je pense que c'est important quand même qu'on puisse se retrouver pour pouvoir avoir des occasions, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu tabou et que c'est pas facile aujourd'hui de pouvoir s'exprimer sur la question. Et je voulais vous remercier également tous d'être venus là ce soir. Donc on va vous offrir un petit punch ou des softs parce qu'il fait chaud, donc on aura donc le DJ au platine. Donc ne quittez pas tout de suite, comme ça on aura le plaisir de faire connaissance avec vous et d'échanger. Par contre, si vous pouvez juste prendre vos chaises et les laisser contre le mur plié, comme ça va nous laisser un petit espace de convivialité. Merci à tous.